Au regard de certains indicateurs au niveau du Cameroun, nous avons décidé à nouveau ce matin de mettre cette problématique sur la table de notre débat. Nous parlons du tribalisme et du discours de haine. Le constat a été fait. De plus en plus, nous avons la nette impression que ce tribalisme et ces discours de haine montent en intensité au niveau de la République du Cameroun. Nous voulons comprendre les causes, les manifestations, sans doute également les conséquences de cet état de choses. Je commence par le professeur Mathias Eric Ouanangini. Professeur, c'est vrai que c'est vous qui avez l'habitude de le faire vis-à-vis de vos étudiants. Malheureusement, moi je vais le faire ce matin à votre niveau. Définissez-nous un peu, en des termes un peu plus simples, ce que l'on entend par tribalisme et ce qu'on peut également assimiler à un discours de haine. Bien, en fait, pour définir simplement le tribalisme, c'est un comportement d'aversion et de discrimination que certains acteurs sociaux ont vis-à-vis d'autres qui n'appartiennent pas aux mêmes communautés qu'on désigne précisément sous le terme de tribu. Donc le tribalisme, c'est le fait d'éprouver des sentiments négatifs et hostiles pour des gens, pour la simple raison qu'ils appartiennent à d'autres tribus. Maintenant, évidemment, ce qu'on appelle le tribalisme existe dans les sociétés que l'anthropologie désigne comme des sociétés plurales, c'est-à-dire des sociétés qui sont composées d'une multitude de communautés organisées donc sous la forme de tribus. Maintenant, il faut savoir... Oui. Pardon? Je pensais que nous voulions passer aux propos haineux. Bon, les propos haineux, ce sont des propos d'aversion et d'hostilité qui s'orientent de manière violente vers des cibles qu'on considère comme des cibles à atteindre. C'est ça, disons, pour le définir simplement, les propos haineux. Professeur, gardez le microphone lorsque vous avez défini les deux termes, sauf si certains vont également avoir leur avis tout à l'heure. Je voudrais qu'on évolue légèrement au niveau du débat. Première chose, avez-vous constaté pour le cas du Cameroun que le tribalisme et les propos haineux justement ont pignon sur eux depuis un certain temps? Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans la conjoncture. En réalité, ce sont des évolutions, si on les suit à travers certains canaux, notamment les réseaux sociaux qui datent d'une dizaine d'années. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est largement instrumental. Ça veut dire qu'on voit bien que c'est aussi lié à des conjonctures précises. Et c'est à ce niveau, je voulais justement poser la question de savoir quelles peuvent être les causes. Oui, comme il y a des échéances politiques en vue, il y a donc des groupes de pression et des groupes d'intérêt qui pensent qu'ils peuvent utiliser ces mécanismes-là à leur avantage. Mais en réalité, c'est une impasse. Ils ne peuvent pas en réalité utiliser ces mécanismes à leur avantage. Ils peuvent simplement contribuer à aggraver des tensions qui existent dans la société parce que la société est une société plurale. Pour vous, vous ne trouvez qu'une seule cause, l'élection à venir? Je n'ai pas dit que ce n'est qu'une seule cause, puisque je vous ai dit que c'est un phénomène structurel qui existe depuis plusieurs années, qui est lié à la configuration même de la société, où il existe donc plusieurs communautés qu'on désigne commodément sous le nom de tribus. Et il existe même au-delà des tribus, une organisation interne en clan et en lignage et en lignée. Et il existe à l'extérieur des tribus une organisation en termes de chaînes ethniques. Et au-dessus, il existe des chaînes ethno-régionales. C'est comme ça que les sociétés hétérogènes, les sociétés plurales sont organisées. Ça, c'est l'élément de structure. Mais l'existence en soi de la pluralité de communautés n'induit pas automatiquement qu'il y ait des tensions, et notamment des tensions violentes entre des communautés. Il peut y avoir des tensions, mais il y a aussi des phases où les mêmes communautés sont en interaction et sont plutôt dans une logique de cohésion. Maintenant, je mets l'accent sur la conjoncture parce que j'ai déjà remarqué, c'était le cas en 2018, qu'au moment où on s'avance vers l'échéance capitale qu'est l'élection présidentielle, on voit sur certains canaux
les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas nécessairement valable partout, une montée en régime de l'utilisation de ces orientations. Merci, professeur. Pierre Blériot-Niamec, la politique et le politique sont-ils pour beaucoup dans ce que nous appelons ce matin le tribalisme et les propos haineux en République du Cameroun? Alors, parfois ici, j'aurais voulu ajouter quelque chose dans la définition du professeur. Allons-y. Lorsqu'on présente le tribalisme de manière commode, il répond exactement à cette définition. Mais il y a que le tribalisme est un sentiment. Donc on construit également le tribalisme. Il y a deux aspects que les gens ne prennent pas en compte. L'autoflagellation excessive, même des membres d'une tribu, peut être considérée comme du tribalisme. C'est-à-dire que je veux dire qu'un Bassa peut être tribaliste vis-à-vis des Bassas. Les gens, oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle... Il y a l'auto-racisme, l'auto-tribalisme. Les gens, vous voyez, c'est-à-dire, tu décides de faire du mal aux gens de ta tribu. Vous appelez également ça tribalisme? Oui, ça s'appelle l'auto-tribalisme, c'est de l'auto... Bon, c'est-à-dire, comme vous êtes auto. Oui, bon. Et vous verrez... Même jusque-là... Non, c'est archivé comme ça scientifiquement. Maintenant, il y a un autre aspect. Oui. Il y a l'hyper-victimisation, qui est aussi du tribalisme. Ça veut dire quoi? Un individu qui estime que tout le monde lui en veut. Que tout le monde lui en veut. Il se construit donc en lui-même des ressentiments qui deviennent une forme de détestation de l'autre. Donc, quand vous prenez cela, les hommes politiques, donc, savent utiliser cela en des moments précis. Ils peuvent vous orienter de telle sorte que vous pensez à un moment donné que tout le reste du monde vous en veut et que vous avez quelque chose à défendre ou à préserver vis-à-vis des autres. Mais ils peuvent aussi vous pousser à vous autodétruire en pensant que votre tribu n'est pas suffisamment bonne pour être vue ou pour émerger. En des moments cruciaux de la vie politique, on utilise ce bâton comme on veut. On a eu ce qu'on a appelé la décentralisation. Mais avant la décentralisation, on a parlé de l'équilibre régional. Si l'équilibre régional avait fonctionné de manière optimale, si il avait fonctionné de manière juste, il n'aurait pas généré le tribalisme. Malheureusement, l'équilibre régional a fonctionné à géométrie variable. Vous avez entendu Yaya Bello dire que ce sera du gagnant-gagnant, non? Ouais. C'est-à-dire qu'on donne sa voix pour recevoir quelque chose à la proportion de ce qu'on a donné. C'est vrai également que Blériot, tout un ancien premier ministre dans ce pays, avait également dit que politique n'anjangi. Alors, si tu me donnes, je te donne. Si la politique sont... Scratch my back, scratch your own. Ok, parfait. Ici, si la politique c'est donc d'une djangi, regardez donc la difficulté dans laquelle se trouve le RDPC. Biya gagne souvent l'élection à 70%. Ça veut dire que tout le monde lui a donné. Mais comme il n'y a pas suffisamment pour donner à tout le monde qui lui a donc donné, quand je dis donner, c'est entre guillemets, il a pris chez tout le monde. Mais il n'a pas suffisamment pour donner. Il va donc être comme ce mauvais polygame qui va donc se mettre à mentir, à ne plus donner ce qu'il devrait donner. L'extrême nord lui a donné, non? Il ne lui a pas rendu, parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et là, l'extrême nord aura l'impression que quand on ne lui donne pas, c'est parce que ce qu'il y a à donner, on a donné ailleurs. Et notamment quand tu es dans l'extrême nord, tu crois qu'on a donné au sud. Tu commences donc à détester quelqu'un qui n'est pas en fait ta cible. C'est là le travail du politique ou de la politique. Te faire croire que si tu n'as pas reçu, c'est parce que ce que tu devais recevoir a été donné ailleurs. Alors qu'ailleurs aussi, on n'a rien donné. Très bien. Voilà. Donc, le tribalisme est un construit. Dans la réalité sociologique du Cameroun, nous sommes un état de village. Chacun essaie de lutter pour la préservation des intérêts de son village. Mais je vais vous poser une question parfaite. Si vous travaillez et vivez à Douala, quel est l'intérêt que vous avez à vous battre pour qu'il y ait une route à Banganti? Si vous n'avez pas été forgé à penser que les bonnes choses doivent aller chez vous, c'est-à-dire vous travaillez toute votre vie et vivez à Douala, s'il n'y a pas une route qui part du domicile qui est le vôtre
jusqu'à votre lieu de travail. Si vous n'arrivez pas à circuler dans l'endroit là, et que vous vous battez pour qu'il y ait les routes à Banganté, est-ce que vous rendez service à vous-même? C'est de la manipulation. Si nous disons que le Cameroun est un tout, et que nous vivons dans ce tout-là, ce genre de réflexes, j'ai pris un simple exemple, sont des réflexes construits qui ne vous profitent en rien. Je chute en disant, vous vivez en ville, vous vivez jusqu'à 60-70 ans en ville. On vous convainc dans votre village d'aller construire votre meilleur domicile au village, où vous irez quand vous aurez 75 ans et vous vivrez 5 ans avant de mourir. Vous pensez que c'est intelligent? Très bien. Pas du tout. Merci Pierre Blériot. On va passer également la parole à Hilaire Kamga. Hilaire Kamga, je veux absolument avoir votre point de vue sur cet aspect de choses. Vous qui êtes un homme public, vous qui êtes progressivement un leader d'opinion, quel est le regard que vous posez sur ce que nous appelons tribalisme au Cameroun et maintenant la montée, moi j'ajoute en puissance, des propos haineux, les uns et les autres l'ont dit, sur les réseaux sociaux, dans certains médias, au niveau de la vie politique et que sais-je encore. Que pensez-vous de cet aspect des choses au Cameroun? D'abord, il faut dissocier le tribalisme des propos haineux, bien entendu. Tout à fait. Les deux éléments ne sont pas... Tout à fait. Ne traduisent pas les mêmes réalités. La première chose qu'il faut dire, il faut être d'accord avec l'intervenant, notamment Mathias qui a parlé d'un phénomène structurel, qui vient maintenant puiser, j'ajoute, dans la conjoncture, pour mieux s'exprimer, pour mieux se mettre en exergue. La conjoncture étant très régulièrement les cycles politiques, bien entendu. Bien entendu. Mais ce n'est pas les élections de 2018 et autres. Il faut noter déjà que depuis l'avènement du multipartisme, la construction du jeu politique au Cameroun se structure pratiquement malheureusement autour du tribalisme, qui est devenu un tribalisme d'État. C'est très important. Dans les années 90, c'est de ça qu'il était question, simplement, pas autre chose. Où des grandes expressions, Anglobami, Lakam par-ci, et Singam par-là, et tout ça étaient des réalités autour duquel, et puis ça obligeait les gens à se retrouver sur la table pour discuter par rapport. C'est qu'il y a des grands groupes se retrouver pour discuter dans la gestion de pouvoir par rapport à ça. Donc, c'est un phénomène qui est exacerbé lors des grands rendez-vous politiques. Et malheureusement, les deux séquences de gestion de pouvoir post-indépendance, c'est-à-dire entre l'ordre de 60 et celui de 82, il y a eu quand même on peut noter malheureusement qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, on a vu que l'ordre de 82 a renforcé et a fait du tribalisme un élément de gestion d'État, malheureusement. Il y a une gestion pratiquement ethnique, c'est-à-dire que la préservation, là, il semble qu'on aurait postulé quelque part que la préservation et la conservation du pouvoir de Yaoundé de M. Biya-Paul devrait s'adosser sur des éléments de garantie qui ne devaient être que des garanties de type d'origine ethnique, c'est ça. Et malheureusement, quand les gens ont cette lecture-là avec du temps, ils sont obligés d'avoir très souvent une réaction. Parce qu'enfin, il ne faut pas confondre l'action et la réaction. Et quand c'est un cycle, au bout du compte, on ne sait même plus à quel moment l'action est, où se retrouve la réaction. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui, il va de soi que du coup, on est en train de voir dans les réseaux sociaux et de part et d'autre, ça se multiplie, des politiques qui veulent utiliser les tribus pour faire des choses, de part et d'autre, mais il y a que on ne peut pas c'est mon avis que vous avez demandé, ne pas considérer que le pouvoir de 82, M. Biya-Paul et son système, ils ont fait du tribalisme, ça c'est mon avis, quelque chose, un élément de leur gouvernance. Vous avez quelques éléments concrets? Ah oui, mais écoutez, vous voulez qu'on ait quel genre de regard? Le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir c'est d'abord la prise de décision. Ouais. C'est-à-dire qui impacte la société de manière directe. Cette prise de décision-là, aujourd'hui, c'est fait par qui? M. Biya-Ngongo est décédé. C'est clair. Maintenant, la protection, laissez-moi finir, la protection du pouvoir de Yaoundé est faite par les corps de sécurité et de défense. N'est-ce pas? Vous avez le 7 qui est... vous avez le 7, vous avez la DGSN, vous avez le MIDEF. C'est les aires géographiques, c'est la protection du pouvoir. La protection juridique du pouvoir. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel, c'est des personnes qui appartiennent à la même aire géographique. Maintenant, vous avez la caisse de l'État. La caisse de l'État,
vous avez des gens qui tiennent la caisse de l'État, même s'ils, indépendamment de leurs compétences, parce qu'il y en a des très compétents, je peux citer, il y a le MINFI et autres, la caisse des dépôts de consignation qui a l'argent frais, la caisse autonome d'amortissement, c'est de l'argent frais, la CNPS, c'est de l'argent frais, c'est-à-dire c'est de l'argent, c'est du liquide là. Le patron du Cameroun à la BERC, des BERC nationales, c'est de l'argent frais. Tout ça, c'est une aire géographique, c'est-à-dire la caisse pour gérer. Docteur, est-ce qu'on ne va pas dire également... Tout ce que je suis en train de dire, c'est la structure de l'État, c'est-à-dire le cœur de l'État. Tout à fait. Voilà. Je vous relance quand même. Hein. Oui. Est-ce qu'on ne va pas également, si nous revenons justement en arrière, avoir également des cas où vous avez parlé par exemple du ministre de la Défense, on a eu également des Camerounais d'autres aires géographiques. Non. Si nous prenons le ministre des Finances, on a eu également les Camerounais d'autres ethnies. Si nous prenons ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne refuse pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qu'on appelle l'ordre de 82 n'a pas fait de rotation? Non, l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'arithmétique là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je parle du pouvoir, de la gestion de pouvoir, que le pouvoir. Hein, donc on peut faire 50 ministres et donner au Sawadji ministre, même 15, même 30. Mais je vous donne là les éléments du cœur du pouvoir. Et pour vous dire qui tient le cœur du pouvoir. Et quand moi, de côté, je regarde ce cœur de pouvoir, malheureusement, c'est un... Donc, que vous mettez 10 ministres qui appartiennent au Bassa, ou 50 ministres au Douala, ou au Nordiste, ici, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vous donne les éléments fondamentaux. Qui a la caisse de l'État aujourd'hui? Qui a la signature de l'État? Qui a la protection de l'État? Qui a la représentation auprès des structures qui comptent, c'est-à-dire en France et aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui peuvent impacter, qui est ambassadeur. C'est-à-dire que ça, c'est le cœur de l'État. Qui peut protéger le pouvoir de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. C'est des éléments fondamentaux. Quand vous avez ce genre de regard, ça peut amener d'autres à considérer qu'il y a un groupe ethnique qui tient le pouvoir, veut le protéger, le garder par tous les moyens. Monsieur Biya-Paul aurait fait quelque chose de plus essentiel en restant dans ce qu'il y avait peut-être il y a 15-20 ans. Mais plus on avance, plus on a comme l'impression que l'étau se resserre vers un groupe particulier qui veut absolument garder le pouvoir. Jusqu'à une date récente. Par exemple, ces mêmes éléments ne pouvaient pas se voir de la même manière. Mais aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit de cette manière-là. C'est compris. On ne peut pas empêcher aux Camerounais de regarder ça comme ça. Il faut seulement interpeller M. Biya, qui essaie de corriger pour donner l'impression. Je vais vous rappeler, je suis par là, qu'il y a une posture négationniste de certains faits réels que lorsqu'on les regarde avec froideur à un moment donné, on peut aider ce pays. L'une des dernières discussions, pas des dernières, l'une des discussions que j'ai eues avec le Premier ministre actuel à son cabinet, c'était justement ça portait justement sur le négationnisme. J'ai discuté avec lui et ça a tourné presque la fin de l'audience. Monsieur Fabien Cotte et tout ça qui était là peut vous dire, la fin de l'audience avec le Premier ministre n'a pas fonctionné bien. Parce que moi, je rappelais que, on était en 2019. C'était l'une des audiences qui se passait un peu mal avec lui. Mais je lui dis la vérité. Qu'aujourd'hui, un tribalisme qui monte, il faut que vous adressiez cette question d'une manière ou d'une autre. Il faut adresser. Et puis, lui m'a dit, et vous pensez qu'il y a un tribalisme ici au Cameroun, maintenant là, c'est dans ce bureau que vous avez me parler, comme ça là, vraiment, je te croyais. C'était ça la posture de mon Premier ministre, qui est un ami que je répète, je ne l'ai pas connu quand il était Premier ministre. Et cela n'a pas tourné, mais heureusement que le pouvoir, ils ont finalement compris, et en 2019, on a sorti cette loi que personne n'est en train d'appeler. C'est 1 an avant cette loi. Sur le tribalisme qu'on a eu. Donc il faut qu'à un moment donné, qu'en lieu et place des postures négationnistes, qu'on sache regarder la vérité en face et on adresse la question de fond pour que la société puisse avancer. Merci, docteur Hilaire Kamanga, pour cette prise de parole. Valère Bessala, je vais résumer, je prends le risque de résumer les propos du docteur Hilaire Kamanga. Il pense que si on parle de tribalisme en ce moment, l'ordre gouvernant y est pour beaucoup et il pointe le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est un point de vue que vous pouvez également soutenir. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Le Cameroun n'est pas un pays tribaliste, mais le Cameroun est un pays tribalisé. Tout à fait, c'est bon. Il vous a donné tous les éléments. Mais est-ce que vous pouvez concevoir dans un pays que l'essentiel des postes de souveraineté soit tenu par une aire géographique? C'est pas normal. Si on décide de diriger un pays en toute légalité, en toute clarté, les compétences, ça se retrouve partout. Les compétences ne se retrouvent pas seulement dans une aire géographique. Comprenez? Et d'ailleurs, je crois que dans un ouvrage, Jean-Marie Tanganabara, je crois Marafa, il disait, il y a des ministres à qui on a donné une fonction. Des fonctionnaires à qui on a donné des postes. Des titres, merci. Des titres. C'est ce que le docteur Hilaire Kamanga est en train de vous dire depuis.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il y a des ministres aussi, mais quel genre de ministres? Mais si vous Parlons avez... justement du pouvoir, c'est ces postes qui sont étroitement liés au pouvoir. J'en parlais tout à l'heure. Prenons le ministère de la Défense. Est-ce qu'on n'a pas eu des Camerounais d'autres ethnies, à part l'ethnie Beti? À part Ahmed Ouali Soubia, vous en connaissez qui... Très bien. Prenons le ministère des Finances. Esso aussi. On a cité Laurent Esso, on a cité Ahmed Ouali. Allons aux finances. Encore aux finances. Voilà. On peut aller ailleurs. Restez aux finances. Mais aux finances, il y a eu à la mine. Je vais vous répondre quand À la mine, mais... Et lui, vous savez d'où il vient? Oh bah non, il a parti la bêtise. Et après donc ça. Non, je veux Et avant lui, avec qui? Depuis 82. Bon, moi je vois pas la chose. Ça commence un peu à bugger, vous voyez un peu. Non, Donc je ne voudrais pas... Il vous a cité des cas, hein. Il y a des statistiques. Les ambassadeurs, dès que vous regardez, vous mettez le curseur, vous retrouvez une aire. Même dans la préfectorale. Vous mettez les postes de souveraineté, vous mettez le curseur. Quand on prend même quelqu'un d'une autre aire géographique, on met dans un poste de souveraineté, c'est qu'il a une affinité particulière avec le chef. Soit avec le chef directement, soit avec l'un des parents ou des relais que j'ai cités, de toutes les façons qu'on le tient quelque part. Aussi simple que ça. Pour moi, n'est pas là le débat. Moi, le débat, c'est pourquoi est-ce que le Cameroun est devenu un pays tribalisé. Je parlais tout à l'heure des causes. Tribalisé. Tout à fait. Le président Ahidjo avait un fonctionnement simple. Je l'ai expliqué en partie dans mon propos précédent. Mais Ahidjo, lui, il avait un souci. Il était contesté par ses propres frères. C'est-à-dire que ses propres frères pensaient qu'il n'était pas le meilleur d'entre eux que le blanc aurait eu à choisir. C'est pour ça que Baba Touré était très violent avec ses frères, notamment les Lamibé qui contestaient même son sample. Vous voyez? Et lui, il utilisait donc l'éclatement ou la distribution équitable du pouvoir pour justement choquer ses frères et mieux les contrôler. Onanaona était ministre des Finances de Ahidjo. Tout à fait. Onanaona. Il y en a d'autres. Vous comprenez? Et ses frères ne pouvaient pas revendiquer cette affaire-là parce qu'ils sentaient que Ahidjo travaille avec d'autres pour mieux asseoir son pouvoir et les contrôler. Donc faisons attention. Quand il prenait par exemple pour la province du Nord, avec le gouverneur, l'inspecteur général Ousmane Mey qui a passé presque tout le temps à Péronne. Vous savez, là il a pris le type, il était justement dans Kousseri, dont nous parlons, le Logo Nechari, sortait du Logo Nechari. Donc un extrême du septentrion qui venait en fait tenir toute la grande région, toute la grande province du septentrion. C'était pour contrôler ses beaux frères. Donc lui, il a utilisé justement l'éclatement, il a chassé le tribalisme du moins institutionnel, loin des confins du pouvoir, pour mieux asseoir son pouvoir et s'assurer effectivement qu'il sera toujours en sécurité face à ses frères justement qui contestent son sample. Mais cela ne dit pas que pendant qu'Ahidjo était là, il n'y avait pas un tribalisme rampant. Parce que le tribalisme rampant ne naît pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qui a été imposé par le colon. Tout à fait. Scinder, couper certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un passe, vous appelez ça comment? C'était un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Tout à fait. Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage ou bien par des pirogues, par des bacs. Ah, ouais. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer. Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme, c'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution, vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Pour partir, traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. Tout à fait. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Cela a donc rampé jusqu'en 82. Et bien lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Ahidjo. C'est-à-dire que, pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné.
Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la même mise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que les boulots ont tout, les boulots ont tout, les boulots ont tout. Nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boulots du pouvoir, nous voulons chasser. Bien, tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boulots ont tout, nous voulons chasser les boulots du pouvoir, lui, il sait que ses frères boulots sont en insécurité et savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coups pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Paul Biya. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kamga appelle le tribalisme d'État. Pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées. Et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer de midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue. Et qui justement commande ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Merci Valère Bessala. Yaya Bello, sans tribalisme, je vais vous passer la parole. Yaya Bello, lorsque vous viviez au Cameroun, avez-vous l'impression que le tribalisme a véritablement élu domicile et maintenant les propos haineux sont de plus en plus la chose la mieux partagée? On va aller un peu plus loin. Y a-t-il des conséquences? Et faut-il craindre pour l'avenir? Alors, je crois que mes prédécesseurs ont bien fait le cadrage en termes de définition de ce qu'on pourrait entendre par tribalisme, discours haineux. Je crois que tout part d'abord comme disait M. Valère Bessala, depuis la colonisation, nous avons constaté que même dans d'autres pays, les colons ont utilisé le tribalisme pour asseoir leur domination. Et aujourd'hui, nous vivons encore des conséquences de cela. Quand vous voyez par exemple au Rwanda, en fait dans la région des Grands Lacs, ce qui se passe. C'est-à-dire que on vous parle des Hutus contre les Tutsis, il y a les Hutus du côté de la RDC, il y en a d'autres. Donc vous voyez que c'est un outil en fait de domination que les dirigeants d'aujourd'hui ont aussi souvent récupéré. Maintenant, la conséquence c'est que d'autres vous disent que bon, vous êtes, je parle comme ça trivialement comme des Camerounais, vous êtes là, vous mangez, maintenant il faut que nous aussi nous venions. D'où dans ces discours? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit également notre heure. Notre tour. Quand le multipartisme est arrivé, encore que je ne sais pas si l'ouverture démocratique de 90, des années 90 est arrivée, je ne sais pas si les gens étaient préparés. Beaucoup ont compris au en fait, pour eux, c'est que il fallait que chaque ethnie ait son parti. Conséquence, vous avez des gens qui ont migré vers le SDF par exemple, croyant que bon, c'était leur... À un moment, on leur a dit non, on leur a fait savoir. À une époque, on appelait le SDF le parti anglo-bamileke. Voilà, donc, c'est-à-dire, beaucoup ont cru que le multipartisme signifiait que chaque groupe ethnique devait avoir son bord politique pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, les Bassa par exemple se plaignent qu'à l'UPC, on a bicéphalisé, disons comme ça. Au PCRN, donc, beaucoup pensent que c'est un parti Bassa, alors que ce n'est pas le cas. Moi qui suis, par exemple, du PCRN, je ne suis pas Bassa. Sauf que c'est quelqu'un du Grand Nord qui l'a fondé. Et c'est exact. C'est exact. Donc, je crois que, et autre chose, nous avons cette chance parce qu'aujourd'hui au Cameroun, aucun groupe ethnique ne peut à lui seul conquérir le pouvoir et l'exercer. C'est impossible. Il faut toujours fédérer. C'est-à-dire, les partis politiques ou alors l'homme politique qui veut arriver au pouvoir et le conserver doit avoir cette capacité de fédérer.
parce qu'aucun groupe ne peut à lui seul conquérir et exercer le pouvoir. Maintenant, tout est aussi dans la mauvaise organisation, enfin dans la centralisation du pouvoir. Parce que si on avait réellement implanté la décentralisation, qui est aussi une forme de fédération, parce que la fédération, c'est la décentralisation très poussée. Donc, les gens devaient moins regarder ce qui se passe au pouvoir central, surtout en termes de partage, disons comme ça, du pouvoir. C'est-à-dire que si moi je suis dans ma région, les mécanismes institutionnels nous permettent d'avoir les ressources et les compétences pour travailler pour le développement local, nous serons moins portés à voir, on a quel ministre au gouvernement, qu'est-ce qu'on a, non, au gouvernement central en tout cas. Donc, la mauvaise structuration aussi de l'État permet aussi à ce que ce tribalisme-là soit encore utilisé comme levier. Maintenant, il y a aussi la culture politique. Là, je parle de la politique politicienne. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui adhèrent dans des formations politiques, pas forcément parce que le programme politique convainc, non. C'est parce qu'ils voient que le leader est de telle localité ou de ma localité ou de mon ethnie. Moi aussi, j'y vais parce que nous aussi, il faut que nous arrivions au pouvoir pour que nous ayons des ministres. Non, non, non. Je crois qu'il faut un travail de fond pour ne pas que cela débouche sur des lendemains incertains. Merci Yaya Bello. Lisons ces nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour parfait à ici et à ton riche panel. Sacré Hilaire Kamga, démonstration parfaite du tribalisme d'État dans notre pays. Autre préoccupation ce jour, nous prenons cet autre message. Docteur Kamga qui a la Chambre de commerce du Cameroun depuis plus de 30 ans au point d'exclure les autres tribus. C'est M. Njok depuis Bankomon et qui envoie ce message. M. Bessala a une vision partielle du tribalisme. Il doit d'abord commencer par le tribalisme dans les partis politiques. Autre message ce jour. Bonjour à vous, parfait, et à tes panélistes. Très belle émission. Un seul mot, continuez. C'est Yannick Mvondo depuis Batouri qui envoie cette préoccupation. Un autre message. Bonjour à vous et bonne émission. Monsieur Valère Bessala a tout dit en un seul paragraphe. Vous avez décrypté la politique du président Biya. C'est Yvan depuis Douala qui envoie cette contribution. Allons au 222. Il s'agit de quel pays là? C'est la Mauritanie. Que dit le téléspectateur de la Mauritanie? Bonjour Perfecto. Merci pour cette émission très intéressante. Monsieur Valère Bessala, quelle intelligence. C'est monsieur est un génie car toutes ces interventions depuis quelques années que je le suis ont toujours été objective. Excellente suite d'émission à tous et très bon dimanche. C'est Patrick Zé en Nouakchott qui envoie donc ce message. Autre message, allons au plus 49. Il s'agit là de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bon, monsieur Parfait, ici, bonjour à vous et à tout votre panel. Pour ma part, dans un pays mal gouverné, le tribalisme et les propos haineux prospèrent parce que l'État échoue à garantir la justice sociale et l'unité nationale. Les élites, plutôt que de défendre l'intérêt général, préfèrent consolider leur position car elles doivent leur statut au régime en place. La sociologie politique montre que dans les dictatures, le pouvoir instrumentalise l'ethnicité pour diviser et contrôler la population au lieu d'unir les citoyens autour d'un projet commun. On attise les tensions pour détourner l'attention des vrais problèmes. Pauvreté, corruption, absence d'alternance. Face à cela, les personnalités publiques ont la responsabilité de promouvoir un débat apaisé et des réformes structurelles, plutôt que de se rendre complices du statu quo. C'est Cédric Sikam depuis l'Allemagne qui envoie ce message. Autre contribution ce matin. Bonjour parfait à ici. Mon Hilaire Kamga est très tribaliste. Valère Bessala est un sacré génie et c'est Otto depuis Nkwaban.
C'est parce que docteur Ile Kamga vous a fait. Autre message. Bonjour, parfait. Ici, le laissez-passer concernait tous les Camerounais. Moi, je l'ai utilisé pour partir d'Edea pour Douala. Ce n'était pas uniquement pour les ressortissants de l'Ouest. C'est archi faux. C'était pour mieux contrôler les Camerounais. C'est Jules de Douala et qui envoie cette préoccupation. Allons au plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour le plateau. Monsieur Valère Bessala sera le futur ministre de l'administration territoriale dans l'après-BIA. Bonne émission à vous. Henri depuis Dubaï. Ce sera toujours du tribalisme puisque ce sera un métier. Bonjour, parfait à ici et à tout ton panel. Pour ma part, le tribalisme et les propos haineux constituent une menace grave pour la cohésion sociale et la stabilité du Cameroun. Ces phénomènes alimentés par les préjugés et des stéréotypes créent des tensions et des conflits interethniques, perturbant ainsi la paix sociale et l'économie. Pour y remédier, il est essentiel de promouvoir le dialogue, la compréhension et l'éducation, ainsi que de renforcer les lois et réglementations pour prévenir les propos haineux et les conflits interethniques afin de construire une société camerounaise plus inclusive, tolérante et paisible. C'est signé Rahim Yombo. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Alors, nous prenons celle-ci. Bonjour l'Onkuta de modérateur. Le tribalisme refait toujours surface dans la veille des échéances électorales. Paraît-il que cela sert aux adeptes du pouvoir. Dites-moi de quelle ethnie vous êtes et je vous dirai de quel parti vous êtes. C'est Olinga depuis Lac-d'Eau qui envoie cette préoccupation. Bonjour parfait ici. Le tribalisme n'est pas un moyen efficace d'atteindre la haute fonction. C'est avec beaucoup de désolation que j'ai découvert la lettre du MRC. C'est triste. C'est Paul depuis Yassa qui envoie cette préoccupation. Autre message ce dimanche. Bonjour. Alors, je prends celui-ci. Bonjour, monsieur Aïssi, je suis shérif Adama, jeune Camerounais. Je voudrais, par le biais de votre éloquence et brillantissime talent, dire à monsieur Bessala que je suis très fan de lui et du combat qu'il mène. Et donc, en tant que jeune, je souhaite vivement le rencontrer afin de mener à ses côtés le même combat. J'aime tellement ce grand parfait. D'ailleurs, je profite par la même occasion pour faire un coucou à monsieur Niemek. Vous êtes tous les trois le miroir sur lequel nous jeunes devrions s'appesantir pour remonter l'état critique auquel fait face notre beau pays, le Cameroun. Autre préoccupation très rapidement. Alors, je prends ce message qui vient encore de l'étranger. Malheureusement, il est parti. Alors, je pique celui-ci. Toujours de l'étranger. C'est le 256. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de l'Ouganda. Alors, que dit le téléspectateur à partir de l'Ouganda? Monsieur Aïssi, bonjour. Vous ne lisez jamais mes messages. Dois-je comprendre que les messages venant d'Entebbe ne vous parviennent jamais? La preuve, j'ai lu, mais malheureusement aujourd'hui, vous n'avez rien dit de bon. Bonjour, perfecto. Il est Kamga et monsieur Bessala, un pur régal à chaque fois. C'est Nicolas Bobda depuis Douala qui envoie ce message. Je recommence. Et je recommence par le professeur Owenangini. Pour ça, Owenangini, il y a une expression qui a été utilisée tout à l'heure par le docteur Ile Kamga, renforcée par Valère Bessala, le tribalisme d'État. Et ils ont pris un certain nombre d'exemples. Exemples concordants quand même. C'est du délire. Ah bon? C'est du pur délire. C'est du pur délire. Du pur délire? Oui. Démontrez-le. Non. Pourquoi je vous dis que c'est du délire? Parce qu'il faut savoir dans quelles conditions cette catégorie tribalisme d'État est apparue. Quand vous connaissez l'histoire des idées politiques, elle est apparue dans les années 80, où une certaine littérature a germé. La problématique de l'unité nationale qui a été écrite par M. Kenye Pokam, Duel camerounais, démocratie ou barbarie écrit par M. Victor Kamga, et un certain nombre de livres de ce type. C'est ça qui a donné lieu, au milieu des années 80, à une célèbre conférence
controversée à l'université de Yaoundé au club UNESCO, à l'occasion de laquelle, justement, pour critiquer ces tendances-là, M. Monondian avait parlé d'ethnofascisme. Ce sont des questions extrêmement délicates qu'il faut analyser avec beaucoup de hauteur. On pourrait passer des heures là-dessus. Moi, j'ai entendu M. Kamga. Oui. Donc, le ministère des Finances ne devient tribal que quand il est occupé par ce qu'il appelle les représentants d'une certaine ère ethnique. Quand c'est des représentants d'autres aires ethniques, ce n'est pas tribal. Donc, le cabinet civil n'est tribal que quand il est occupé par des représentants d'une certaine ère ethnique, dont le secrétariat général de la présidence. Moi, j'ai étudié ces questions de manière précise. Si vous prenez les secrétaires généraux de la présidence de la République, depuis le président Aïdjo jusqu'au président Biya, il y en a de toutes les aires régionales. Je peux vous les citer. Samuel Eboa, Sadou Daoudou, Joseph Zambo, David Abouema-Choyi, Jean Kuete, avant Jean Kuete, Ferdinand Oyono, Akamen Fumu, Edouard, Sadou Ayatou, Joseph Owona, Titus Edouard, Amadou Ali, Marafa Amidou Yaya, Ataname Bara, Laurent Esso et Ferdinand Ngongo. C'est limité à une région. Prenons les directeurs du cabinet civil. Philémon Beb Adon. Philémon Beb Adon. Mataga. Simon. Mataga. Qui d'autre? On peut en citer comme ça. Il y a des gens qui viennent de toutes les régions. Jean-Baptiste Béléoken, ainsi de suite. Martin Beling et Boutou, ainsi de suite. Deuxième chose. Troisième chose. Tous les ministères sont importants. Vous pensez que le ministère des Travaux publics, ce n'est pas important? Pourquoi vous ne prenez que celui des travaux publics? Non, je vous prends justement pour vous montrer dans l'analyse biaisée. Parce que pour lui, la gestion de l'État, c'est directeur du cabinet civil, secrétaire. Parce que vous pensez que le ministère des Travaux publics, c'est peu? Parce que vous pensez... Pourquoi vous ciblez ça? Je cible, mais bien sûr, allons-y. Je cible. Moi-même, je n'approuve pas votre approche. Mais bon, non, vous n'approuvez pas. J'ai la mienne, j'arrive. Vous n'approuvez pas. C'est pour vous dire que tous les mécanismes de l'État sont importants. Ouais. Maintenant, vous parlez de poste de souveraineté. L'administration territoriale, ce n'est pas un poste de souveraineté. Là où on est là, dans la configuration actuelle, c'est un représentant d'une certaine ethnie qui est là-bas. Les affaires étrangères, ce n'est pas un poste de souveraineté. Donc, il ne faut pas que nous rentrions dans ce jeu. C'est un jeu très dangereux. Autre chose, le Cameroun a un socle socio-anthropologique. Il est essentiellement composé de communautés émotionnelles, ce que nous appelons des tribus, des ethnies. C'est la réalité. Qui peut gouverner le Cameroun, même au nom de l'idéologie que l'Occident nous a imposée, en faisant comme si cela n'existait pas? Aucun pouvoir, quel qu'il soit, aujourd'hui ou demain, ne pourra gouverner le Cameroun sans cette réalité. Mais on peut le faire, justement, dans une perspective transversale. C'est-à-dire une perspective qui reconnaît l'existence de ces communautés, mais qui, par l'action et l'activité politique, construit ce que Paul Biya appelait dans le libéralisme communautaire, je simplifie, l'ethnie Cameroun. Et c'est ça la tâche des dirigeants du Cameroun depuis le départ. Mais c'est une tâche très difficile. C'est facile d'en parler quand on est loin. Parce que le Cameroun est un pays très divers. Ce pays aurait pu être 5 pays de par sa constitution anthropologique. Donc c'est vraiment un continent. Donc, l'intégrer, c'est quelque chose qui est assez difficile. Je finis parce vous que allez terminer. Je vais parler là pendant des heures. Non, pas du tout. Vous n'aurez pas ce temps. La dynamique de l'État, moi je l'ai étudiée. Oui. La dynamique de l'État, monsieur Aïssi, ne se limite pas aux positions gouvernementales ou administratives. La dynamique de l'État
a aussi été construite au niveau économique. Les fortunes que vous voyez dans ce pays sont le produit de l'État. Regardez comment c'est structuré. Donc, faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention à ces discours. Ils expriment des malaises. Très bien. Des malaises qui peuvent avoir, dans une certaine mesure, des choses qui sont objectives, mais il y a aussi beaucoup de manipulation. C'est compris. Pierre Blériot Nyemek, un homme politique peut-il se servir du tribalisme pour atteindre ses objectifs? Un homme politique se sert de tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas les moyens qui importent, c'est la fin qui importe. C'est ce que Sartre nous disait. Parfois, ici, je veux mettre dos à dos l'analyse du docteur Hilaire et celle du professeur Oonangini. Oonangini fait une belle analyse, sauf qu'il veut cacher en montrant ce qui est. Voilà pourquoi on a coupé le courant. Oui. Toutes nos excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Nous avons été victimes d'une coupure intempestive d'électricité. Nous fonctionnons maintenant à base de notre générateur. Et c'est Pierre Blériot Nyemek qui avait la parole. Il la reprend et poursuit au niveau de son analyse. Alors, parfait, ici, je vous disais que l'homme politique se sert de tous les éléments qui peuvent lui permettre de se maintenir au pouvoir. Mais je voudrais prendre dans l'analyse du docteur Hilaire Kamga. Il y a eu une époque où Paul Biya faisait une forme de rotation de ces postes-là. Il n'est pas devenu plus tribaliste. C'est là où le docteur Hilaire Kamga n'a pas bien tiré les conclusions. Lorsqu'on commence à trop vieillir, on ne parle plus qu'à ses proches. Dans tous les cas de figure, prenez proche comme vous voudrez. Si je vous prends la configuration des ministères tels que le docteur Hilaire Kamga l'a présenté, si vous prenez Atangandi, vous le mettez ministre de la Défense, il va moins mater les gens que ne le fait Betty Assomo. Betty Assomo ne mate pas les gens. Atangandi va plus mater étant ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'il va plus faire le travail que Biya veut, si c'est le cas. Vous croyez que si vous prenez Momo, vous mettez ministre des Finances, il va servir les Bamleke. Il va servir Paul Biya. Pas du tout, bien sûr. On a eu 2 délégués généraux à la sûreté, on en a eu 3, mais on a eu 2 délégués généraux à la sûreté nationale Bassa. Vous croyez qu'ils travaillaient pour les Bassa? Il y a eu un moment où Paul Biya avait ses relais dans toutes les tribus. Aujourd'hui, il n'a plus de contact, de sorte que ses proches lui disent que tu es fini, il te faut les proches que tu connais ici. Luc Loué a été délégué général à la sûreté nationale. Lorsqu'il déposait, Belle-Luc René prenait. Je parle là des Bassa, hein. Belle-Luc René prenait. Mais ce n'était pas pour la cause des Bassa qu'ils étaient là. Ils étaient là pour la cause de Biya. Si vous prenez Jean Kuete, vous mettez ministre de la Justice, il va servir les Bamileke, il va servir Biya. Si vous prenez Ketia Koutez, non. Ces gens-là, ils nous trompent. Quand vous mettez Motazo ministre des Finances, c'est pas pour servir les boules. Les boules ne font pas les affaires. Donc, le ministère des Finances qui est donné à Motazo, c'est pour donner l'argent à d'autres. Les boules ne font... Il y a quel homme d'affaires boulot? Mais non, quand je le dis, c'est pas de manière absolue, on se comprend. On se comprend. Vous voulez qu'on se balade dans le Cameroun et qu'on vous montre des marchés publics que Motazo donne pour savoir. Parce que le tribalisme serait donc que Motazo étant ministre boulot, donne au boulot. L'argent qu'il y a au ministère des Finances, il ne le donne pas au boulot. Non, en fait, il se trouve que le vieux ou le vieillard est déjà très avancé. Il a besoin maintenant de voir autour de lui des gens qu'il reconnaît. Très bien. Ça peut donner l'impression d'un tribalisme d'État. Non, c'est un tribalisme qui est juste à l'avantage du seul chef qui a besoin de reconnaître des gens autour de lui. S'il reconnaît un ancien ami ou le fils d'un ancien ami, il en fait donc ministre des Finances, ensuite il envoie à l'économie parce qu'il lui fait absolument confiance comme à son propre fils. Vous verrez qu'il y a eu une tendance dernièrement, je chute par là, à imaginer Franck Biya, prochain président après Biya. Vous savez qu'à ces heures de lucidité totale, le président Paul Biya n'aurait pas pensé nous présenter Franck Biya. Mais maintenant, s'il est coincé, vous pensez qu'il va se retourner vers qui? Il va se retourner vers Franck Biya parce qu'il ne voit plus les autres. Merci Blériot. Docteur Hilaire Kamga, le professeur Oonangini vous dit que ces choses sont extrêmement délicates. Il faut aller, pour parler comme au quartier, mollo mollo.
Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit exactement, mais ce qu'il a dit mérite surtout que j'y apporte ce qu'il a dit par rapport à mes propos. Hein. Il faudrait bien que je revienne là-dessus. C'est de votre droit. Parce qu'il y a eu comme une tentative de la part de mon ami Ronan Guény de faire croire à l'opinion que j'ai dit des choses qui ne sont pas. J'ai fait une analyse froide d'une situation. Ça n'a rien à voir avec l'historicité des nominations dans ces postes. Ça n'a rien à voir. Et j'étais d'emblée d'accord sur le fait que le tribunal était quelque chose de structurel. Et j'ai parlé dans mon premier propos de la manière dont cette construction, cette structuralité s'est mise en place au Cameroun. C'est ce que j'ai dit. Et puis je suis arrivé maintenant à la photographie qu'on a aujourd'hui, tout en mettant en parallèle M. Biya et sa capacité à garder le cap sur un certain nombre de choses. Bien entendu, puisque ce que je vois aujourd'hui n'est pas ce qu'il y a il y a 10 ans. Par exemple, c'est ce que j'ai dit. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui subodorer que ce que je vois là est différent, et autre chose que ce que tout le monde est en train de voir par rapport à la photographie de la gouvernance qu'on a. La photographie de la gouvernance, parce que moi je suis pas là pour... Et c'est pas bien de faire croire que j'aurais dit que il y a parce qu'il y a un bêtis au ministère des Finances, il y aurait du tribunal là-bas, ou parce que à la DCC il y a un bêtis, il y aura du tribunal. J'ai jamais dit qu'il y a du tribunal dans ces institutions. J'ai dit qu'il y a un tribalisme d'État qui est projeté par le fait que aujourd'hui l'ensemble des structures stratégiques de l'État sont contrôlées par une seule ethnie. C'est ce que je dis. Maintenant, dire cela ne veut pas dire que dans ces ministères-là, c'est du tribunal qu'on pratique. Parce qu'effectivement, on en est là à une situation où cette posture tue même les compétences. Si vous aviez l'âge de Biya, vous auriez qui à côté de vous? Non, Bleu, ça c'est un autre débat. Oui, c'est ça le débat. Non. Vous n'auriez pas de nouveaux amis, non? Non, justement, si j'ai... Tous les amis de Biya sont morts. Si j'avais l'âge de Biya, je ne serais pas au pouvoir parce que c'est ce qu'on demande. Fais comme si tu étais au pouvoir. Je ne peux même pas être au pouvoir parce que c'est tout une insulte au Camerounais de sa part de nous d'être au pouvoir maintenant. C'est pas bon. Ça, c'est mon point de vue. Donc, laissez-moi parler du tribalisme. Du tribalisme. J'étais en train de dire qu'il y a une photographie que je donne du Cameroun aujourd'hui. Et que le citoyen lambda à Kousséri où le DCGPR est là, il regarde aussi, il dit que bon, en fait, qui gère l'argent du Cameroun? Il va poser la question et on va retrouver cette personne qui gère l'argent qui part partir. Cette personne-là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est le MIFI qui gère. C'est l'autre qui a la caisse autonome. C'est l'agent frais qu'on a là. Qui gère encore? La caisse de dépôt et de consignation. Ça veut dire que vous voyez comment votre affaire tourne? Non, vous cherchez ce qui vous arrange? Non, je ne cherche pas ce qui... Il y a d'abord même une structure au ministère des Finances, mais vous l'évitez. Vous cherchez seulement ce que vous voulez trouver. Mathias, on débat toi et moi depuis 25 ans. Mais qui je ne cherche pas à me brouiller mon discours. Je ne brouille rien. Donc reste tranquille. Attends ton temps de parole. Je contredis. Je suis désolé. Tu vas attendre ton temps comme j'ai attendu. J'avais tout à contredire quand tu parlais. Oui, mais ça va donc fini. Mais fini. Ok, parce que prochaine. Je vais répondre. Je vais te bloquer, tu vas voir. Il n'y a pas de problème. Ok, qu'on avance. J'étais en train de dire parfait ici. Oui, allons-y, docteur. La photographie, le renvoi qu'on a aujourd'hui, c'est pas bon pour les Camerounais. C'est pas ce qu'il y avait il y a 10 ans. Vous savez que c'est maintenant qu'on est en train d'observer qu'un même gouvernement est resté en place pendant près de 8 ans. On n'a pas vu ça par le passé. Et quand on regarde toute cette position, il m'a parlé du MIRES aujourd'hui, tout à l'heure. Je crois qu'il est bien placé pour savoir que le MIRES dépend de la présidence. Et qui sait ce qui est arrivé à Kouchou lorsque un simple ambassadeur a cru devoir répondre. Lorsqu'il a reçu une demande d'explication, il sait ce qui est arrivé. Quand l'ambassadeur qui était aux Nations Unies à l'époque a cru devoir... Qui était l'ambassadeur? Qui était l'ambassadeur? Donc tu ne connais pas l'histoire. Il faut nous dire. Donc l'ambassadeur pour lequel le ministre Kouchou a fait une demande d'explication, tu ne connais plus. Aujourd'hui, et la demande a donné quoi? Tu sais ce que ça a donné. Puis, il faut dire. Vous ne faites pas les devinages sur le plateau. Non, je donnais l'information au téléspectateur. Je rappelais que la position d'un ministre des Relations extérieures dans la structure de gouvernement aujourd'hui n'en fait pas pour moi un personnage stratégique aujourd'hui. C'est un ministre délégué qui répond à la présidence, dont le vrai ministre de la Affaires étrangères, c'est le président de la République. Le ministre des Relations extérieures n'est pas ministre. Non, il dépend de la présidence. On sait comme ça fonctionne. Donc je veux pas. Tous les ministres dépendent de la présidence alors. De toute façon, on sait comment ça fonctionne. J'étais en train de rappeler que le tribalisme aujourd'hui, tel que c'est la photographie du Cameroun aujourd'hui, tel que c'est gouverné. Très bien, c'est compris. Et adossé sur une posture, alors un renvoi tribaliste. Et c'est à l'État du Cameroun,
au travers ceux qui gouvernent aujourd'hui, dont M. Biapol, de donner à travers la nouvelle repartition des positions, et ce avant octobre, bien entendu, qui va partir. Non, je vais pas finir. Non, finissons, on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Ah bon, je peux laisser. Les autres peuvent continuer. Merci, docteur. Alors, Valère, nous sommes en année électorale. Hein. Lorsque nous parlons de ce tribalisme et de ces propos haineux, est-ce qu'il faut craindre pour la quiétude de l'élection présidentielle qui aura lieu justement dans environ 8 mois? Mais pourquoi est-ce qu'on va craindre pour cela? Même si les gens se plaignent de certains mots, il est clair que ce sont des mots de la société, de tous les jours que nous vivons, nous entendons. Mais en fait, le Camerounais profond n'est pas concerné par ce que certains revendiquent en politique. Je crois que, pour embrayer sur l'argumentaire du docteur Hilaire Kamga, qui me semble n'est pas tout à fait compris, je crois qu'il faut inverser la donne sur la notion de tribalisme, et je vais finir par le domaine politique dans lequel vous voulez m'amener. Pour dire que le pays a été fabriqué depuis le colon, tel que nous le voyons aujourd'hui. Et Aïdjo n'ayant rien inventé, Biana non plus rien inventé, mais il a sophistiqué à sa façon et retourné, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais je veux juste percer dans un tour de recoin pour dire, laissons le tribalisme d'État là où il est. Et parlons du tribalisme dont on reproche par exemple le reste de la région, par exemple de l'Ouest. La région de l'Ouest et tous les ressortissants de l'Ouest. Je m'amuse parce que je vois que vous tournez autour de ça, mais vous ne voulez pas parler du problème. Quel parce problème? que vous voulez parler, en fait, vous voulez qu'on dise que le Bamileke est un tribaliste. Qui a dit ça? Depuis que nous tournons. Ah ben moi je ne fais pas une émission sur le Bamileke. On dit le Bamileke. Non, c'est mon argumentaire, c'est mon temps de parole. Mais pourquoi vous soupçonnez qu'on tourne? C'est mon argumentaire et c'est mon temps de parole. Bon. Alors vous tournez depuis et je vois comment le docteur Hilaire Kamga est mis dans ses petits souliers. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à lui faire dire ce que lui ne veut pas dire. Aujourd'hui, tout le monde dit le Bamileke est tribaliste. Il est tribaliste. Il ne veut faire qu'avec son village. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Hein, j'ai dit on. Non, si vous êtes dans on, là, c'est qui? Si vous êtes dans on, c'est tant mieux. Qui se sent morveux se mouche chez vous. Je dis ceci. On dit le Bamileke est tribaliste. Il fait tout chez lui. Bon, d'accord. Mais pourquoi? Si tant est qu'il est comme ça vraiment, comment l'est-il devenu? Parce que vous n'allez pas dire qu'un enfant est un brigand. Mon fils est un bandit de grand chemin. Il vole au quartier, il vole aujourd'hui. D'accord, c'est un voleur. Mais comment est-il devenu un voleur? Ok? Mon propos, c'est là. Je vous ai parlé du laisser-passer. Et d'ailleurs, un de nos téléspectateurs a ajouté un élément. Non, il ne m'a pas recadré. Il a ajouté l'élément du Bassa aussi. Ouais. Parce que je suis resté focalisé sur le Bamileke. C'est-à-dire l'homme de Bafang particulièrement, puisqu'il s'agissait du... Vous voyez? Alors, partez du laisser-passer. Ils se sont sentis frustrés dans l'histoire. Vous comprenez? Le professeur a parlé... C'est vrai quand même que Valère Bessala, je vous repasse la parole. Vraiment, l'émission de ce matin ne pose pas un problème Bamileke. Il faut que ce soit très bien compris. Maintenant, je vous repasse la parole. Le professeur a parlé des capitaines d'industrie. D'accord? Le ministre Kodok, en 1966-1968, je parle sur votre contrôle, professeur, il était ministre de l'économie, quelque chose comme ça, d'Aïdjo. Il avait justement, c'était un dossier que le président Aïdjo lui avait confié. Et c'est lui qui est en fait l'instigateur des capitaines d'industrie qui relèvent particulièrement d'une certaine aire géographique, c'est-à-dire de l'Ouest. Parce qu'en fait, il ne faut pas comprendre. Il faut comprendre que Aïdjo avait le souci d'équilibrer l'injustice qui avait été aussi faite à cette région-là du fait du maquis. C'est-à-dire ces gens qui avaient été réduits socialement dans leurs petits souliers comme étant des gens qui ne peuvent pas aller partout dans le Cameroun comme tous les autres Camerounais. Ils avaient besoin de laisser passer. Comme l'Ombassa. Vous comprenez? Donc je veux dire, vous faire comprendre que la logique tribaliste, quand j'ai dit que l'État a été tribalisé, il y avait déjà, je ne vous permets pas, professeur, il y avait déjà. Monsieur Bessara, il y a une ambiguïté fondamentale dans votre propos. Le laisser-passer n'indexe pas une communauté. Le laisser-passer
est un instrument de sécurisation. Non, à cette époque-là, c'était clair. Laissez, monsieur, je te laisse pas. passer Non, un monsieur, instrument de sécurisation c'était pas parce qu'il y vrai, avait ce c'est qu'on pas vrai. appelle des zones de sécurité. Je suis désolé. Le problème, c'était les zones de conflit. Je suis désolé. Pas des communautés. Ça concernait Il ne faut pas des faire, il communautés faut pas précises. pervertir, monsieur. Je suis désolé. Ça, À c'est cette de la époque- perversion. Non, mais toi aussi tu fais la perversion. Je suis désolé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le laisser-passer n'était pas destiné. C'était bien calibré par rapport à des gens précis. Calmons-nous. C'est faux, monsieur. Je suis désolé. C'est faux. Calmons-nous, s'il vous plaît. Il faut pas Je suis désolé, falsifier monsieur. le Cameroun. Calmons-nous, s'il vous plaît. Calmons-nous. C'est Valère Bessala qui a la parole. S'il vous plaît. Professeur Wanangini. Professeur Wanangini, se calme. Docteur Hélène Kamgarou, nous calmons. Écrit l'histoire S'il vous plaît. à leur manière. On vous a compris. contesté. Permettez à Valère Bessala de chuter. Moi j'écris, tu contestes, il n'y a pas de problème. Docteur, on vous a compris. Valère Bessala, c'est vous qui avez la parole. Je sais que le professeur est dans de la mauvaise foi. C'est ça. Et je peux le ça. comprendre parce que peut-être il lui manque un certain élément, c'est-à-dire la Quel? gestion administrative de terrain. Qui Je fait quoi? rentre dans un domaine qu'il connaît, pour prendre l'exemple et retomber sur le cas. Dans le domaine des pêches, le droit de la mer, les filets maillants, quand on donne une certaine mensuration pour les filets à jeter dans la mer, c'est parce qu'on recherche, on veut que le pêcheur ait un type de poisson et en évite un autre pour perpétuer les races halieutiques. Vous comprenez? Je rentre dans la technique administrative de terrain. Quand on instaure le laisser-passer, certes, il peut dire que ça concerne tous les Camerounais, mais on sait qui ont recherché Bien sûr. à recaler. Vous comprenez? Qui ont Donc, cherché à recaler? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reste donc dans mon sujet. Je sais que vous avez parfaitement compris. Je reste dans mon sujet pour dire que Kodok, qui a dans ce dossier d'Aïdjo, Oui. est chargé, théoriquement, de régler un problème, une injustice, c'est-à-dire ces gens de l'Ouest, particulièrement parce que le Bassar, Kodok lui-même est Bassar, donc on peut déjà penser qu'ils étaient fondus dans l'air du centre. Vous comprenez? Ces gens de l'Ouest-là doivent se sentir quand même concernés aussi dans ce pays, même si politiquement on les met de côté. Regardez par exemple ce qu'on fait en Dormont. même pas ça. Regardez particulièrement ce qu'on fait en Dormont. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Valère? Que le Bamileke a toujours été exclu du pays? C'est ce que vous voulez démontrer? Je suis en train de démontrer que le tribalisme que vous reprochez à l'homme Bamileke est une réponse à un tribalisme rampant, institutionnalisé depuis la colonisation. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Et quand le dossier économique de Kodok vise justement à tempérer leur esprit d'exclusion. Et si nous allons un peu plus loin, vous vous retrouvez aujourd'hui avec ces gens qui justement revendiquent le pouvoir. Et on veut toujours les ramener à une affaire de... Les Bamileke disent que c'est leur tour. Quand les nordistes disent que c'est leur tour, est-ce qu'ils ne sont pas tribalistes aussi? Vous comprenez? Peut-être qu'ils usent des moyens qu'ils ont reçus, ou du moins des moyens qu'ils ont développés pendant leur exclusion politique. Parce qu'il faut aussi comprendre cette logique. Donc je ne voudrais pas... Je sais que j'ai touché là où ça ne vous a pas plu. Donc je ne vais pas parler longtemps. Je dis ceci, monsieur. Non, monsieur, ça ne vous concerne pas particulièrement. Parce que vous dites que là, ça ne m'a pas plu. Là, je ne le permets pas. Vous, c'est pas vous. Voilà. Il faut que ce soit très clair. Donc je voudrais simplement dire que... Non, je n'ai rien à voir avec ça. La question du tribalisme ne doit pas être une question aérienne. Ne la gardons pas aérienne. Quand nous avons évoqué le sujet, nous savons ce que nous voulons dire, nous savons là où nous voulons aller. On vous a compris. Professeur Wanangini, on vous a vu effectivement ne pas être d'accord tout à l'heure. Vous avez autre chose à ajouter? Oui, monsieur Bessala a une manière extrêmement discutable d'envisager la question. Je vous ai dit que la dynamique de l'État au Cameroun ne se limite pas aux positions gouvernementales, aux positions institutionnelles, par exemple du type député, sénateur, aux positions politico-représentatives. Elle s'est étendue aux positions économico-politiques. Et quand je vous le disais, je ne vous le disais pas ça pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Précisément parce qu'il y a eu une bonne partie du maquis à l'ouest. Mais il faut encore dire aux Camerounais que les maquis étaient distribués aussi dans d'autres endroits. Il y a eu des maquis dans le Maritime. Il y a eu le maquis dans le Cap. Il y a eu des maquis à Douala. Il y a eu des maquis à Yaoundé. Il y avait des maquis ici à Tambafia. Pour donc régler les problèmes
du contrôle politique de cette région. Le président Ahidjo a donc envisagé des politiques permettant de renforcer les milieux économiques de l'Ouest. Et cela, il faut le savoir, a été fait au détriment d'autres milieux économiques, notamment les milieux économiques Sawa, comme on dit aujourd'hui, qui étaient fort présents dans le Mungo et qui ont été détruits par le maquis. Il a donc d'abord créé donc cette élite. Quand il va se rendre compte que cette élite a atteint certaines forces, il va créer une deuxième élite venant du Nord, toujours dans le jeu d'équilibre dont M. Bessal a parlé. Tout ça pour dire que ce sont des mécanismes d'État, de régulation en fonction d'un équilibre de tension. Merci. Une minute, oh là là, je suis en train de boucler. Non, je sais vraiment, vraiment en une minute. Non, je croyais que le professeur allait conclure, mais il ne peut pas tout dire. Et il y a un Vous ne devez pas parler seul, monsieur. Non, il y a un danger. Encore parler. Voici le danger apparent. Oui. Lorsque vous décidez de créer un équilibre, si vous travaillez trop à créer l'équilibre, vous créez encore le déséquilibre. Ça, c'est d'accord. Vous comprenez ce que c'est? C'est-à-dire, on dit que les Bamilekés sont lésés. On travaille à faire qu'ils retrouvent l'équilibre. Si vous travaillez longtemps à faire que vous retrouviez cet équilibre, vous créez un déséquilibre. Tout à fait d'accord. Et quand vous créez ce déséquilibre, il vous devient donc difficile de rééquilibrer. Au moment de rééquilibrer, ceux qui sont maintenant posés en position de force résistent. Ça s'est passé précisément, monsieur. Mais voilà donc, et il faut... Ça s'est passé dans les années 80 et 90. Merci, hein, c'est ce qu'il fallait dire concernant ce sujet. Non, Hein. on ne peut pas dire ça sur ce sujet. Je suis sur le plateau. Nous avons un troisième sujet inscrit à l'ordre du jour. Prenez donc 1 minute et demie, docteur. Je m'inscris totalement en faux dans cette posture d'infantilisation de l'entrepreneuriat au Cameroun. Donc, il peut y avoir des études et tout autre, il en existe. Il y a eu des entrepreneurs, Betty, Douala, Bamileke et autres, les Sopoprises et autres. Je refuse la thèse qui voudrait faire croire que c'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun. Laissez-moi finir. Mathias, soyez un peu plus sérieux. Laissez-moi finir. Laissez-moi parler. Quand j'aurai fini, vous allez répondre, monsieur. Professeur Onang, ne permettez au docteur de finir. Je dis simplement ceci, Mathias, simplement. C'est pas à toi que je m'adresse. Je dis simplement, je refuse qu'étant sur le plateau, j'adoube la thèse sur laquelle l'entrepreneuriat a été impossible pour nos dévanciers, que ce soit les Sopos, les Fotso et tous les autres, et parce qu'ils l'ont été que parce que l'État leur aurait donné de l'argent. Notez qu'il y a des peuples qui entreprennent, et il y en a dans toutes les communautés. Il y a des gens qui entreprennent et qui réussissent les affaires. Qui n'entreprennent pas. J'ai dit qu'il y a des peuples qui entreprennent. Et on en a dans toutes les communautés. Il y en a qui échouent tout le temps parce que quand on donne de l'argent, ils vont tout échouer. Et donc, de ce point de vue, cette logique de vouloir présenter. Voilà pourquoi je suis tout à l'heure à faire référence à cette littérature qui a parlé dans les années 80. Comment tu veux? C'est précisément ce qu'elle dit le bruitage. C'est la discussion. Laisse-moi finir. C'est précisément cette littérature politique ton argumentaire. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir et tu structures. Parlez. Mais j'ai déjà dit ce que j'ai dit. Tu as écrit le bruitage. Allons-y. Non, il faut parler. Vous êtes direct sur arrêtez de parler. C'est le problème. Vous n'avez pas inventé une communauté ou des communautés. Vous n'avez pas investi l'histoire en créant quel investissement de l'histoire. Vous n'allez pas utiliser vos armes pour faire Kanga. Vous allez parler de toutes les fortunes du Cameroun, même dans la pédoconnette, sont le produit de l'État. Je suis désolé, c'est faux. C'est quel faux? Allez-y. Donc vous n'en savez rien. Oui, bien sûr. Je peux ne pas savoir. Une dernière chose.